Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Vivre en Grand Est, une émission réalisée avec la région et le réseau des télévisions locales du Grand Est, Alsace 20, Canal 32, Moselle TV et Vosges TV. Dans ce nouveau numéro, nous parlons de santé avec Nadège Hornbeck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Grand Est, chargée de la santé, de la solidarité et de la famille. Avant de parler des actions concrètes menées sur le territoire, on fait le point sur le programme de cette émission dans le sommaire. Lutter contre les disparités d'accès à la santé et aux soins. À travers différentes actions et aides financières, la région Grand Est veut développer le maillage médical du territoire. Création de maisons de santé, soutien à la télémédecine, mesures pour attirer de nouveaux professionnels, mais aussi de la prévention pour améliorer la qualité de vie et le bien-être des habitants. On en parle dans cette émission. Bienvenue dans Vivre en Grand Est. Nadège Hornbeck, merci d'être avec nous pour cette émission Vivre en Grand Est. Parmi les enjeux de société importants aujourd'hui, notamment dans la région Grand Est et dans laquelle vous vous impliquez, la santé. D'abord, qu'est-ce que ce secteur représente à l'échelle de la région ? Alors tout d'abord, il est important de rappeler que la compétence régalienne appartient à l'État en termes de santé. La région Grand Est, les régions en France peuvent se saisir également de ce sujet, mais c'est plutôt au niveau de la lutte contre les disparités territoriales. Donc ça s'inscrit dans un aménagement du territoire. Au niveau également des formations sanitaires et sociales, la région a cette compétence-là que d'organiser les formations. Et en ce qui concerne la prévention, la région peut également œuvrer pour une politique prédictive et préventive en santé. Ça tombe très bien, c'est exactement les thèmes que nous allons aborder au cours de cette émission. Du coup, l'objectif régional en matière de santé, c'est quoi ? Un meilleur accès aux soins pour tous ? L'objectif régional est d'améliorer le cadre de vie des habitants du Grand Est. Et bien évidemment de garantir une offre de soins pour tous au sein de la région. Alors on connaît une situation comme partout en France de désertification médicale. D'ailleurs, ça ne concerne pas que la France. Voilà, donc nous ne souhaitons pas être témoins en tous les cas de la désertification médicale, entre autres. Nous souhaitons apporter notre pierre à l'édifice et venir en complémentarité des politiques qui sont actuellement menées au niveau de l'État et d'autres collectivités également. C'est pourquoi nous nous sommes saisis au sein de la région Grand Est et notamment sous l'égide et l'impulsion du président Jean Rottner d'une politique santé. Et de fait, par quoi cela peut passer comme type de dispositif ? Qu'est-ce que la région Grand Est soutient comme type de projet pour favoriser l'accès aux soins ? J'entends souvent parler des MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles. Ça, c'est un champ d'action sur lesquels vous pouvez aider ? Absolument. Alors, nous avons plusieurs dispositifs de soutien, en fait, pour être un peu plus simple, d'installation des professionnels de santé sur les territoires, d'extension également de ces structures de santé ou d'équipements en matériel médical. Cela passe également par le soutien des internes en médecine également qui puissent faire leur stage dans les zones fragilisées ou en tout cas où il y a un manque de médecins, pour qu'ils puissent faire leurs études, s'approprier un petit peu aussi leur métier dans un endroit peut-être auquel ils n'auraient pas pensé à la base. Et l'objectif de ces aides incitatives en zone fragilisée est de soutenir les étudiants à prendre en charge les frais de transport et d'hébergement dans le cadre de leur stage. Donc ça, c'est un principe de bourse, en fait, de subvention, c'est ça. Ce sont des bourses que vous octroyez aux médecins internes. On a aussi les contrats locaux de santé. Oui. Ça, il y en a pas mal qui se signent en ce moment dans les territoires. Ça, qu'est-ce que ça apporte concrètement ? On a toujours l'impression qu'un contrat, c'est une signature au bas d'un papier, il n'y a rien qui change. Mais là, comment la région s'implique là-dedans ? Alors, c'est un véritable outil de territoire qui est porté notamment par l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui signe donc ces contrats locaux de santé avec une collectivité territoriale, quelle qu'elle soit, que ce soit le département, une communauté de communes ou une commune. La volonté de la région est de co-signer tous les contrats
locaux de santé au sein de la région. Et c'est un véritable outil parce que les contrats locaux de santé s'appuient tout d'abord sur un diagnostic avec les professionnels de santé notamment. C'est un véritable projet de territoire en réalité autour de la santé. La région cofinance en partie en tout cas avec l'ARS les diagnostics territoriaux en santé. Et puis c'est suite à l'état des lieux et à ces diagnostics que nous allons définir ensemble des orientations, des objectifs. Et la région Grand Est soutient par la suite, dans le cadre de ces contrats locaux de santé, des actions qui sont mises en place par les territoires en matière de prévention par exemple, ou d'aménagement du territoire, soutien avec les dispositifs de maisons de santé pluridisciplinaires. Donc voilà, ça peut aider à agrandir des locaux, à aider à acheter du matériel ou financer des ateliers pratiques pour la population, par exemple. C'est vraiment Après, on joue sur des aspects concrets, très concrets. Oui, en tous les cas, la région va œuvrer pour que les professionnels de santé puissent s'installer ou se maintenir sur les territoires, quels qu'ils soient, et notamment avec un appui peut-être un peu plus prononcé pour les territoires qui souffrent donc de désertification médicale. Mais l'objectif, c'est bien là d'impulser une dynamique ou de maintenir l'offre de soins sur le territoire. Effectivement, on l'a dit, il y a un certain nombre de territoires qui sont un peu sous-dotés, comme on dit, en termes de professionnels de santé. Alors pour faciliter l'accès aux soins, vous l'avez dit, des mesures incitatives pour inciter les professionnels de santé à s'installer. Mais aussi, parfois, quand c'est vraiment complexe, pourquoi pas se tourner vers la télémédecine. Ça, c'est aussi un axe qui peut paraître, sans être la solution miracle, mais une des solutions. C'est effectivement une solution. C'est un outil au service des professionnels de santé et des concitoyens. Ça n'a pas vocation à remplacer un médecin. Par contre, la télémédecine peut venir combler un manque de médecins dans les zones où il n'y en a malheureusement plus ou pas. En tous les cas, c'est une volonté de la région et encore une fois en lien avec l'Agence régionale de santé qui a élaboré, c'est une première en France, une feuille de route télémédecine. Et l'objectif, c'est de doter le plus de sites possible au sein de la région de structures en équipement de télémédecine. Et justement, vous venez de le dire, la télémédecine ne peut pas se substituer dans tous les cas à un médecin, puisqu'on ne peut pas faire d'examen physique avec la télémédecine, mais elle peut, on l'a dit, intervenir en complément. C'est le cas dans l'Aube de la structure Télémédicale Solutions. Plusieurs médecins généralistes proposent des consultations à distance depuis un cabinet digital basé à Rosières-près-Troyes. 16 000 patients ont été vus l'an dernier. Regardez. C'est valable 6 mois, oui, d'accord. Okay. Dans l'écran, face au médecin, un patient installé dans l'une des 70 cabines de téléconsultation du secteur. Ce matin-là, 2 généralistes assurent la permanence. Pour pouvoir répondre aux patients qui n'ont pas accès à leur médecin traitant, soit le délai d'accès au médecin traitant n'est pas adapté, soit pendant un temps donné, ils n'ont plus de médecin traitant. Ça peut être dans une pharmacie rurale isolée, une maison de santé pluriprofessionnelle qui n'a plus assez de médecins. Ça peut être dans un cabinet infirmier, ça peut être dans un établissement médico-social à la fois pour les résidents mais qui va aussi ouvrir ses portes au public. Ça peut être une salle dédiée que le maire met à disposition. Dans l'Aube, le sud de la Marne ou en Haute-Marne, ce système maintient une proximité géographique entre le cabinet et les patients pour une meilleure connaissance du tissu médical local. L'implantation d'une salle de téléconsultation s'inscrit dans un projet de territoire, souvent sous-doté en médecins généralistes. Ce sont les médecins installés en campagne qui viennent nous demander du recours. Moi, mon associé vient de partir, le temps que j'en retrouve un, il faut que vous veniez en renfort sur ces patients. Moi, je pars en vacances et je ne trouve pas de remplaçant. Pendant ce temps-là, s'il y a un pépin, vous prenez le relais auprès de mes patients. Notre plus grande fierté, c'est que ce modèle soit promu par la profession. L'année dernière, on a vu 16 000 patients. Du coup, c'est 16 000 patients qui n'ont pas eu à se rendre aux urgences. À distance, les patients sont toujours accompagnés par un professionnel de santé. Sa présence permet de compléter l'examen médical. Une infirmière, un pharmacien, ça nous permet de mesurer. Il va mesurer la tension, le pouls, la saturation, la température. Le stéthoscope connecté, l'autoscope qui nous permet de voir les tympans, la caméra à main pour voir des lésions. C'est ce qu'on appelle la téléconsultation augmentée. On va pouvoir répondre à peu près 80% des indications de médecine générale avec ça. On ne peut toujours pas palper, bien sûr à distance. C'est pour ça que la consultation physique doit toujours rester prioritaire.
Aujourd'hui, 6 médecins exercent à temps partiel dans le cabinet troyen. 70 à 80 téléconsultations sont assurées chaque jour et le concept fait des émules. On est en train de travailler des projets en lien avec les professionnels de santé de la Sarthe, du Tarn, en Normandie, d'autres territoires qui nous rejoignent dans ce modèle-là pour pouvoir offrir un meilleur accès aux soins. Face à la demande, un nouveau cabinet digital a été établi dans la Meuse avec un médecin, bientôt 2, pour gérer une dizaine de salles sur le secteur. Dans la région Grand Est, 8 départements sur 10 bénéficient désormais de ce service. De fait, Nadège Hornbeck, le développement de ce type de cabinet, vous le voyez d'un bon œil, ça peut offrir des solutions à ceux qui n'ont pas forcément un médecin disponible le plus souvent possible dans la semaine ? Absolument. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant ce reportage qui en est l'illustration, l'objectif, c'est que cet outil soit au service donc, des personnels soignants, leur permettre de dégager du temps pour le soin. Ça permet également de pouvoir à distance surveiller la télésurveillance des patients qui ont une pathologie. C'est une réelle avancée, c'est un outil sur lequel il faut s'appuyer. En région Grand Est, nous souhaitons soutenir en tout cas toutes les structures qui souhaitent s'en doter et j'encourage vivement les territoires à se saisir de cette solution. Oui, parce que ça peut être implanté dans des EHPAD, dans des structures liées au handicap ou même dans des foyers de vie auprès de personnes qui en auraient besoin. En parallèle, l'idée, on l'a évoqué déjà partiellement tout à l'heure, l'objectif c'est de faire s'installer de nouveaux professionnels de santé. On a évoqué déjà les bourses pour les internes, par exemple, pour les inciter à découvrir des territoires et croisons les doigts, qui s'y plaisent, qui s'y sentent bien et qui s'y installent. Ça passe aussi par l'offre de formation, d'ouvrir davantage les formations médicales ou paramédicales, notamment sur la région Grand Est. Ça, vous avez aussi des plans là-dessus pour orienter davantage de jeunes vers ces métiers ? Tout à fait. Alors, nous essayons d'être innovants aussi au niveau des formations. En 2020, la région Grand Est a fait l'objet d'une expérimentation. En tout cas, ça a été initié par la région Grand Est sur la VAE hybride pour la formation d'aide-soignante, permettant, par exemple, à des professionnels médico-sociaux de pouvoir faire valider leur expérience professionnelle ou même peut-être avec des aidants familiaux qui, depuis plusieurs années, prennent soin d'un de leurs proches, de pouvoir permettre en tout cas d'avoir une passerelle et de pouvoir se qualifier sur le métier d'aide-soignante, puisque l'objectif aussi de la région au niveau des formations, c'est de former 2000 infirmiers ou infirmières, 2000 aides-soignants, aides-soignantes et 2000 auxiliaires de vie chaque année. Il y a aussi l'école de la seconde chance, une expérimentation encore une fois innovante en Grand Est qui se passe à Nancy. Cela permet à des étudiants infirmiers de pouvoir reprendre leurs études parce qu'ils ont dû arrêter pour multiples raisons. On essaye de mettre en place des outils en faveur des étudiants pour qu'ils puissent exercer dans de bonnes conditions, en tout cas leur formation, et puis également de pouvoir mettre en place des passerelles et des secondes chances. Voilà. Donc ça, c'était pour le volet formation professionnelle de santé pure. On a aussi un volet innovation en santé, plutôt secteur entre guillemets économique. Ça, c'est pareil, ça fait partie de toute la feuille de route générale, les grands axes. C'est aussi de soutenir les entreprises du territoire qui veulent innover. On parle de la BioVallée. C'est quoi la BioVallée ? La BioVallée est une agence d'innovation qui accompagne les startups et entreprises ou grands groupes qui souhaitent faire émerger des projets innovants en santé. Nous travaillons donc avec BioVallée et Grand Innov, qui est aussi une agence de développement, en tout cas en innovation. BioVallée est spécialisée au niveau de la santé depuis 4 ou 5 ans, a soutenu par le biais notamment du concours financier de la région une trentaine de start-up et d'entreprises de PME en innovation santé. Donc ça, c'est positif, c'est qu'en plus, il y a des choses qui bougent et ça bouge dans notre région. Exactement. On a aussi des choses qui bougent. Alors
finalement un peu par la force des choses sur le territoire, des entreprises qui ne sont pas à l'origine liées au secteur de la santé, mais qui se sont adaptées ces derniers mois, comme beaucoup, suite à la crise sanitaire. C'est le cas de l'entreprise Fackelmann France à Busan, c'est dans les Vosges. Elle a finalement transformé sa production afin de répondre à la demande croissante de masques FFP2 et le rythme s'est accéléré, notamment fin janvier. Regardez ce reportage signé Aurélie Colombel et Hélène Leplat de Vosges TV. La première chose va être l'impression, jet d'encre, pour identifier qu'on est sur un masque FFP2 qui est garanti par la norme N149. Depuis un an, l'entreprise Fackelmann de Busan, spécialisée dans les sacs d'aspirateurs, a élargi sa gamme au FFP2. Depuis plus de 15 ans, Fackelmann, c'est effectivement de fabriquer des sacs aspirateurs, donc qui est une base de matériaux filtrants, du non-tissé qu'on utilise depuis toutes ces années pour fabriquer nos sacs. Et la base filtrante est identique finalement pour fabriquer nos masques à une seule chose, c'est qu'il faut ajouter plus de couches. L'autre point commun entre un sac d'aspirateur et un masque, c'est la soudure à ultrasons qui n'endommage pas la matière. Ce savoir-faire particulier a servi ici dans la conception de ce nouveau produit et ainsi créé 9 emplois directs. En 2021, nous avons sorti environ 10 millions de masques. Et actuellement, nous sortons 900 000 masques par mois et nous allons monter à 1 250 000. L'usine, qui est en plein recrutement, change d'organisation et passe des 2-8 au 3-8 pour augmenter la cadence. Depuis fin décembre, les commandes Internet ont été multipliées certains jours par 50, voire 100, des produits minutieusement contrôlés. Je suis en train de tester les masques pour voir la solidité des élastiques en fait. Voilà. Je compte jusqu'à 5 et au bout de 5 secondes, s'il ne casse pas, c'est que le masque il est bon. Donc je laisse passer les masques en fait. Et je vérifie aussi la soudure du milieu. Les clients de l'entreprise Bussonnette sont français ou allemands, mais la demande mondiale est en expansion. L'Italie, l'Autriche et certains länders allemands ont rendu obligatoire le bec de canard dans les transports en commun et certains lieux publics. Moins de 10 entreprises en France fabriquaient des masques FFP2 l'an dernier à la même époque. Elles sont aujourd'hui plus de 20. Dans ces conditions, difficile de se projeter. Pour l'usine de Busan, les toiles proviennent d'Allemagne, les élastiques de Lyon, les barrettes nasales de Rambervillers et une partie des machines de Remiremont. Une stratégie de proximité que la société espère d'avenir. Donc finalement, ici, Nadège Hornbeck, c'est un cas de circonstance. Ce n'est pas vraiment de l'innovation en santé, puisque c'est une adaptation, comme beaucoup d'entreprises l'ont fait sur le territoire. Mais il y a d'autres projets. On parlait de BioVallée et de Grand Innov juste avant ce reportage. Par exemple, ça peut être quoi comme type de projet que les sociétés développent en ce moment? Est-ce que vous avez un exemple ? Avant de passer à l'exemple, je tenais quand même à féliciter cette entreprise qui a su rebondir et apporter une solution en temps de crise et adapter finalement sa production sur un besoin sanitaire. Il me paraît important quand même de saluer cette démarche. Quant à un exemple d'entreprise qui est soutenue par BioVallée, par exemple, je pense notamment à la société biopharmaceutique à Reims, qui développe des stratégies d'immunothérapie ciblant différents cancers et en parallèle une stratégie également de recherche thérapeutique en matière de maladies cardiovasculaires. Je prends cet exemple-là parce que ce soit en France et notamment en Grand Est, les cancers et les maladies cardiovasculaires sont les causes principales de mortalité. Donc il est important que nous puissions soutenir ce type de projet et du coup par le biais de cette agence d'innovation BioVallée. Donc on a effectivement de belles perspectives d'avenir, croisant les doigts pour que tout ça aboutisse en région notamment. Et la santé, c'est aussi le présent. On a évoqué l'accès aux soins de façon pure, pratique, au quotidien. Mais finalement, la santé, ça passe aussi par tout un tas de dispositifs de prévention, parce qu'être en bonne santé, c'est faire du sport, c'est s'aérer, c'est être bien dans sa vie au quotidien. Et du coup, ce côté mieux vivre, bien vivre, c'est aussi important en région. Quelles sont les thématiques dans lesquelles s'implique la région, par exemple? Je sais que les jeunes sont une cible particulière. Les jeunes sont une cible particulière puisque la région a pour compétence de gérer les lycées. Nous avons donc toute une politique jeunesse également au niveau de la région.
Récemment, il y a quelques semaines, nous avons tenu une journée inspirante de la santé des jeunes en vue de préparer les assises de la santé des jeunes qui aura lieu au mois de septembre prochain. D'ailleurs, j'invite, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais lorsque ce sera le cas, j'invite les jeunes, donc de 18 à 29 ans, à s'inscrire et à participer à cette journée. Et lors de cette journée, de parler vraiment librement de la façon dont ils se sentent et de la façon dont ils voient les choses, les enjeux qui sont importants pour eux au niveau de la santé. Il y a aussi le plan régional de santé environnementale, puisque la santé environnementale est un axe important en ce qui concerne la prédiction ou la prévention en santé. L'objectif, c'est de permettre aux habitants du Grand Est, déjà dans le cadre de nos politiques, quelles qu'elles soient, d'améliorer donc la qualité de vie, que ça passe par l'eau, la qualité de l'air, l'aménagement du territoire, mais aussi de faire de la prévention sur la santé environnementale, sur l'alimentation, sur l'importance de l'activité physique dans sa vie au quotidien. Nous avons également soutenu un projet visant à former 75 professionnels de santé et de périnatalité sur les perturbateurs endocriniens. Voilà, donc il y a pléthore de projets que nous soutenons et de dynamiques que nous impulsons au niveau de la santé. Il y a encore beaucoup à faire, mais en tous les cas, la prévention est pour nous un axe clé, puisque nous avons beau, les collectivités ou même l'État, mettre en place le maximum de dispositifs en faveur de la santé de nos concitoyens. Je pense que la responsabilité de chacun, en tout cas l'engagement de chacun dans sa propre vie quotidienne en faveur de sa santé et en faveur de la santé des autres est primordial pour qu'on puisse arriver tous ensemble à une meilleure qualité de vie. Voilà, préserver l'eau, la biodiversité, créer des réserves naturelles, construire des bâtiments plus écologiques, limiter les déchets, autant d'actions que la région Grand Est compte soutenir pour améliorer le cadre de vie et développer donc le mieux vivre des habitants du Grand Est. Mais le temps est déjà écoulé. On en reparlera peut-être dans une prochaine émission. Merci Nadège Hornbeck d'avoir été avec nous. Merci de votre accueil. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Vivre en Grand Est.